Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Attaque contre les magistrats, climat politique, traitement de l'information judiciaire, l'Union des magistrats du Sénégal réplique. L'UMS a tenu son assemblée générale ordinaire, rencontre durant laquelle les critères d'affectation des magistrats, leur plan de carrière ont été évoqués devant le garde des Sceaux. Une glace avec une ou deux boules, s'il vous plaît. Des parfums colorés ou chocolatés, petit écolier, pistache, vanille. L'on se régale à Dakar. Avec la chaleur qui prévaut et les vacances, les glaciers ne désemplissent pas. Allons manger une glace, c'est la phrase tendance de l'été. Somone et sa lagune dévoilent ses merveilles, balade en pirogue au cœur de la mangrove, sport nautique, gastronomie locale, toute une palette de petits délices est proposée aux visiteurs sénégalais comme étrangers se délectent dans ce sanctuaire des pélicans et de la biodiversité. Basket, le Sénégal n'ira pas aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les Lions se sont inclinés ce dimanche face au Cameroun en finale du tournoi pré-olympique 80-74. Que de regrets. Bienvenue à tous. L'Union des magistrats du Sénégal pose le débat sur les critères d'affectation des juges et leur plan de carrière. L'UMS, qui tenait son assemblée générale, a également apporté la réplique contre les attaques dont sont victimes justement ces magistrats. Fatima Tabanelba. La justice est toujours délivrée pour le peuple et par le peuple, ont martelé les magistrats du Sénégal. Cette assemblée générale ordinaire, une tribune idéale pour l'Union des magistrats sénégalais, de fustiger les attaques contre la famille judiciaire en général et les magistrats en particulier. La justice a été ces dernières années au cœur du débat public marqué par des procédures impliquant des hommes politiques, provoquant par voie de conséquence toutes sortes de critiques fondées ou pas, avec son lot de dérapages regrettables émanant d'acteurs judiciaires, politiques, de la société civile et du tribunal implacable des réseaux sociaux. Tout en légitimant toute critique objective, puisque la justice est rendue au nom du peuple, il est également de notre devoir de condamner encore une fois toute forme d'attaque visant la personne même du magistrat dans l'exercice de ses fonctions et son entourage. C'est le lieu de s'aligner la ligne de communication choisie par le bureau de l'UMS, qui n'a pas été dans le populisme et n'a fait que des sorties médiatiques opportunes. Vous en avez rappelé certaines tout à l'heure, notamment pour préciser, voire rappeler à l'opinion publique les valeurs et principes qui régissent la profession de magistrat. Cependant, je pense, Monsieur le Président de l'UMS, il y a aussi des moments où le magistrat, individuellement pris, a besoin, par la solidarité de corps, de se sentir protégé lorsqu'il est attaqué. Face à un climat politico-judiciaire tendu et délétère, l'UMS se réserve le droit de ne faire aucun commentaire sur les décisions de justice. Mais elle prône plutôt une justice juste, équitable et équilibrée. Et pour y parvenir, les magistrats appellent les médias à faire preuve de plus de responsabilité dans leur traitement de l'information. Il arrive cependant que les médias utilisent le sensationnalisme ou les procédures intéressant certaines personnalités pour capter l'attention du public qui se base souvent sur une certaine présentation des faits ayant peu de lien avec la réalité et basée sur de simples analyses qui n'engagent que leurs auteurs pour étendre cette perception à partir de cas isolés à tout le système judiciaire, liant à tort l'indépendance de la justice au verdict de ces procès. D'où la nécessité d'une ouverture devant permettre un dialogue entre acteurs judiciaires, médias et autres institutions de la République. Cette assemblée générale ordinaire a été mise à profit par les magistrats pour interpeller la tutelle sur les critères d'affectation, la gestion de leur plan de carrière, sur leur retraite, mais également sur le fonctionnement de la magistrature. Et sur tous ces points, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a apporté des réponses. Beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés par l'État du Sénégal. C'est le cas dans le domaine de la construction des juridictions. Il y aura, avec ce programme de réalisation d'infrastructures judiciaires, au total 69 infrastructures qui seront construites au profit de la justice et livrées dans les 6 prochaines années. La chancellerie a doté de véhicules neufs
les premiers présidents et les procureurs généraux des cours d'appel. En ce qui concerne les magistrats qui doivent en lieu et place disposer de l'indemnité de transport, des diligences ont été effectuées auprès de mon collègue du ministère des Finances pour accompagner l'UMS dans son plaidoyer en vue de la prise en charge des magistrats qui en avaient été exclus. Par ailleurs, du point de vue statutaire, la volonté de la chancellerie est de mettre en place un système rationnel et plus transparent de gestion de la carrière des magistrats. 2 anciens magistrats ont été honorés durant cette cérémonie. André Vaz, ancien président de la Haute Cour de justice, et Pape Omar Sakho, premier président de la Cour suprême du Sénégal. D'autres magistrats, membres du bureau de l'UMS, ont été décorés également pour services rendus à la corporation. Cheikh Bakhoum rappelle les innombrables opportunités qu'offre le digital aux jeunes avec les mécanismes mis en place par Sénégal Numérique. Des possibilités de formation et d'emploi sont à saisir. Le directeur général de Sénégal Numérique était l'invité de l'émission Point de vue. Les opportunités du digital sont là parce que Sénégal Numérique a mis en place des infrastructures importantes. Nous avons déployé près de 6000 km de fibre optique. Nous avons des data centers pour pouvoir héberger les données, etc., etc. Nous avons le parc de technologie numérique qui va bientôt être inauguré, le supercalculateur, etc. Donc, il y a énormément d'opportunités aussi dans ce secteur. C'est clair. Mais comment en profiter pour voilà, un jeune aujourd'hui qui est outillé donc sur les questions digitales a beaucoup plus de chances de s'insérer dans la vie active. On a Zone 01 aujourd'hui qui a été mis en place au Sénégal avec l'entreprise Atos, où on a à peu près le même mécanisme. On voit des centaines de jeunes qui viennent pendant presque toute la journée, la nuit, se faire former dans ce secteur et après quelques mois être insérés très rapidement. Donc c'est un mécanisme qu'on pourrait voir à l'échelle nationale dans tous les départements du Sénégal, surtout nous qui avons implanté les espaces Sénégal Service dans les départements pour vraiment donner ces opportunités aux jeunes. Donc, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans Djolof Aly Ngouille Ndiaye est allé constater l'évolution des cultures dans plusieurs localités. Les producteurs se disent satisfaits de l'augmentation des quotas, des intrants. 800 tracteurs sont attendus d'ici la fin de l'année. Penamoa. Après une pause pluviométrique d'1 mois, l'hivernage reprend du service dans le Djolof et du coup, l'espoir naît chez les producteurs, de gros opérateurs, de véritables champions de l'agriculture à Thil, Gassane, dans l'arrondissement de Barkédji. Les parcelles visitées présentent un bon comportement végétatif sans aucune attaque phytosanitaire. Dans ces 2 communes situées dans le bassin agricole du Djolof, l'on y trouve de gros producteurs, des champions de l'agriculture qui ont emblavé des parcelles allant jusqu'à 2500 hectares avec diverses spéculations, notamment le maïs, le mil, l'arachide, le sésame. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain depuis Thiel, Gassane. Thiel et Gassane constituent déjà une zone très, très agricole, où l'agriculture occupe un pan important donc de l'activité. Nous avons eu à le voir, je pense qu'en sortant de Thiel, nous avons visité le champ donc, de Seigneur Adi Touré. Je pense qu'aujourd'hui, il fait partie, je peux même dire, d'un des plus grands agriculteurs de ce pays. C'est dans Thiel, nous avons également des terres. C'est vrai que nous avons peut-être par moment à gérer des conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais ce que nous avons vu aussi bien dans les 2 communes, vraiment nous donne beaucoup de satisfaction. Cette année, nous avons quand même eu à intervenir pour augmenter les quotas, notamment les semences d'arachide, mais nous sommes très satisfaits de voir que ce qu'on a donné est sur le terrain. Des producteurs qui se félicitent de l'augmentation du quota des intrants pour cette présente campagne financée à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Tout de même, ils souhaiteraient disposer de matériel agricole pour davantage booster leur production. Et la tutelle, satisfait du comportement des cultures, a apporté des réponses rassurantes. Bon, c'est vrai que nous avons, comme vous le dites, de grands agriculteurs. Si vous voyez ce champ-là, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un champ de mil aussi grand. Déjà, ça montre
Ici, les gens font de l'agriculture. C'est vrai, maintenant, l'agriculture moderne, pour pouvoir le faire, il faut également du matériel. Là aussi, il faut le dire. Quand même, depuis que le président Macky Sall est là, d'importants efforts sont faits pour que les paysans puissent accéder à ce matériel agricole. Aujourd'hui, nous avons un programme important qui devrait permettre, normalement, d'ici la fin de l'année, qu'on puisse avoir 800 tracteurs. Ce serait peut-être une première. Donc ça le permettra, et c'est du matériel agricole qui est subventionné au minimum à 60%. Il y a du matériel subventionné à 80%, il y en a même du matériel subventionné à 90%. Donc aujourd'hui, ils peuvent accéder à ce matériel. Et je pense qu'il y a d'autres accompagnements qui ne sont pas forcément des subventions que nous attendons du secteur bancaire pour pouvoir aujourd'hui développer l'agriculture de façon générale au Sénégal, également ici à Linguère. Ils ont pu avoir leur quota, donc du matériel agricole. Je pense que la première distribution est faite, mais d'autres matériels seront encore là et leur permettront également d'y accéder. Aly Ngouille Ndiaye en a profité pour annoncer l'arrivée de nouveaux tracteurs équipés qui vont sans doute permettre à la souveraineté alimentaire d'atteindre ses objectifs. Nyokolo-Koba, où la nature à l'état pur accueille des touristes du monde entier. Nyokolo comme rivière et Koba pour parler de cet animal le plus fréquent sur les lieux à l'époque. Le Koba ou cobe de bouffon, c'est une antilope qui est aujourd'hui très braconnée et c'est l'emblème du parc. Le parc Nyokolo-Koba, c'est le plus grand parc du Sénégal avec des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de poissons et 1500 espèces de plantes. Que dire de plus pour vous donner envie d'y aller? Diane Cissé. Le parc national de Nyokolo-Koba est situé entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une importance biologique, écologique remarquable. Le Nyokolo-Koba est un site de patrimoine mondial d'abord, parce qu'un parc à haute intensité de biodiversité. Une forte richesse de biodiversité dont on compte, pour quelques exemples, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, plus de 60 espèces de poissons. Donc c'est une zone où il y a beaucoup d'animaux, une forte densité de biodiversité. Et 1500 espèces de plantes à fleurs, on les retrouve ici à l'intérieur du parc national de Nyokolo-Koba. Nyokolo-Koba, c'est la nature à l'état pur qui offre plusieurs sites touristiques à visiter. La Marouéni, par exemple, est un endroit qui permet aux visiteurs d'observer les animaux dans leur environnement naturel. On a trouvé beaucoup d'animaux. On a trouvé les antilopes. Et surtout, nous avons trouvé des cobes de buffon, des cobes de fassa. Et nous avons trouvé aussi des animaux, des phacochères. Mais surtout, nous avons trouvé aussi des oiseaux en bas. Vous avez vu ces oiseaux blancs, c'est les hérons blancs. Il faut dire que le parc est fréquenté. Mais bon, on a vu qu'il y a une baisse avec la Covid-19 qui est passée il y a quelques années. Il y a une baisse des visiteurs. Mais par exemple, l'année passée, on a vu une remontée des entrées au niveau du parc. Donc ça dénote tout simplement que l'intérêt commence à revenir et que les gens commencent à recevoir beaucoup de touristes au niveau du parc. Cet intérêt des visiteurs se mesure bien sur le terrain, car depuis la fin des confinements dus à la Covid-19, les touristes étrangers sont de retour dans le parc. C'est la première fois que je suis au Sénégal et c'est la première fois à Nyokolo-Koba. Ouais. Et comment vous trouvez déjà Nyokolo-Koba? Ah, mais c'est magnifique, hein. Ah bon, vous vous plaisez? On se plaît, c'est rempli de nature, c'est très relaxant et en même temps c'est proche de l'environnement naturel, c'est très bien. C'est ça que vous recherchez, vous? Oui, tout à fait. Okay. Déconnexion. Une déconnexion, relax et puis la beauté. J'aime trop et puis c'est pour ça que je fais découvrir à mes amis. C'est la deuxième fois que je ramène des gens au Sénégal pour faire découvrir. Et voilà, c'est important quand même. Là. On est parti du froid de la Belgique pour venir au chaud ici au Sénégal, on aime ça. Cette période hivernale est particulièrement appréciée des touristes occidentaux. À Cimenti, par exemple, cette famille belge vient d'arriver. Alors, ils nous ont expliqué que c'était la seule période où c'était possible de visiter. Parce que soit avant, il y a trop d'eau, soit après, il fait vraiment beaucoup trop chaud, si j'ai bien compris. Donc c'était le bon créneau pendant les vacances scolaires. Le climat ne dérange pas trop? On a chaud, mais ça va. Les enfants? Les enfants, ça a chaud aussi. Ça va, ça dépend. On va manger, on va faire une sieste, on va râler, on va retourner aller voir les animaux dans le parc. La panthère, l'éléphant, le scorpion, le serpent, le lion et les singes.
Malgré son importance, le parc national de Niokolo-Koba est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés qui menacent sa faune et sa flore. C'est dans tous les parcs du monde. Il y a le braconnage, effectivement, mais on a développé des stratégies qui nous permettent un peu de réduire un peu cette pression au niveau du parc. Mais il y a également l'élevage, en fait, qui continue à faire des infiltrations à l'intérieur du parc. Vous savez, le contact entre la faune sauvage et la faune domestique, puis il peut y avoir des transmissions de maladies zoonotiques. Il y a également le phénomène d'orpaillage qui se développe de plus en plus dans la région de Kédougou. Et régulièrement, nous menons des patrouilles de sécurisation tant à l'intérieur du parc avec l'ensemble des dépenses de sécurité sous l'égide de la zone militaire numéro 4, mais également nous faisons aussi des sorties au niveau des zones frontalières. Sites touristiques, variétés culturelles, artistiques, linguistiques, les potentialités touristiques du Sénégal oriental sont divers et variées. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme sont convaincus que la promotion de cette destination peut faire du tourisme le moteur de l'économie locale. Autre merveille du Sénégal, la lagune de la Somone, qui reste l'une des plus grandes attractions sur la petite côte en été. C'est la ruée vers ce site. Sénégalais comme touristes étrangers s'offrent de petits délices. Balade en pirogue au cœur de la mangrove, sport nautique ou dégustation de plats locaux. Que de bonnes raisons de faire le détour, comme notre reporter Abdoulaziz Ban. À quelques 80 km de Dakar se trouve la Somone. Ici, la lagune fait la particularité de la localité. Elle offre une vue magnifique aux visiteurs dans une ambiance de vacances. Ici, vous êtes accueillis par les pirogues dont les conducteurs proposent une balade sur le fleuve dans une aire marine protégée. Cette visite se fait à travers la mangrove et peut durer 1 heure ou même plus. En cette période, beaucoup de gens viennent ici. Avec cette balade, vous découvrez les oiseaux qui sont là et la mangrove est protégée. Depuis cette protection, on voit les retombées. La balade coûte 6 500 francs CFA par personne et on prélève sur cet argent la taxe. Cela permet de bien entretenir la lagune. Il peut y avoir une heure de temps de balade, riche dans les mangroves, il y a un baobab sacré dedans, il y a aussi tout autour, voilà, des Bretons et des Sénégalais qui élèvent des huîtres importées de l'Europe, mais nous avons aussi les huîtres de Palétivier faites par nos mamans. On a la balade en pirogue, on a les clubs nautiques qui sont là, voilà, on a les paddles, on a Omar et tout ça. La balade sur cette terre marine protégée offre plusieurs avantages aux visiteurs. À travers la mangrove, il s'agit d'être au cœur de cet écosystème, au décor riche et varié. La balade est un voyage à travers la mangrove. Expliquer les différentes espèces qu'il y a ici, de même que les oiseaux qui vivent dans cet écosystème et leur rôle. En cette période, les pélicans et les cormorans se sont installés. Ici, il y a un cadre vraiment fait pour le bien-être. C'est aussi une aire marine protégée. Et donc, on aimerait sensibiliser, nous, notre mission dans cette balade de découverte, c'est de sensibiliser les Sénégalais sur l'aspect environnemental. En faisant la balade, en fait, chaque Sénégalais peut contribuer à la préservation de l'aire marine protégée parce que le fait de payer la balade en pirogue, une partie est reversée pour préserver cet environnement. Et cet écosystème, c'est un écosystème pour les oiseaux migrateurs qui viennent d'un peu partout. Et aussi, ça permet aux poissons de pouvoir se reproduire. Pour beaucoup de visiteurs, cette lagune de la Somone est le paradis sur terre. Une vue magnifique à travers la mangrove, ce contact avec cette nature généreuse est d'une importance capitale. Le cadre de Somone, ça va. Vraiment, franchement, c'est reposant. C'est apaisant. C'est un cadre très idéal pour venir se reposer. Et puis, bon, personnellement, je ne savais pas si le Sénégal avait un lieu pareil. Je ne savais pas. Parce que, bon, j'ai fait d'autres pays, mais franchement, je ne savais pas si mon pays cachait des trésors dont nous-mêmes, en tant que Sénégalais, on peut en profiter. Pourquoi pas passer nos vacances ici? Franchement, on a vu des secrets avec les mangroves. Vraiment, c'est formidable. C'est le paradis. Impressionné, je crois que impressionné parce que moi je pense que c'est la première fois en ce qui me concerne. Donc j'ai jamais su que cette lagune-là s'étend à ce niveau-là. Donc j'ai été vraiment impressionné
est agréable aussi d'autre part. Mais je pense que aussi, j'ai pas été le seul. Hein. Beaucoup de gens aussi ont découvert pour la première fois cette lagune entre des arbres, entre des on a découvert aussi des oiseaux de tout genre. Bon, je pense que c'est une très bonne chose aussi pour les découvertes. Ici, au-delà de la balade, d'autres activités comme la restauration y sont très développées, de quoi donner aux jeunes de l'emploi afin de subvenir à leurs besoins. Il s'agit également de pousser les Sénégalais à s'intéresser au tourisme local. Mais ça, c'est, oui, it's time, comme on dit en anglais. Hein. Je pense qu'il est temps maintenant que... Parce qu'en général, les gens pensent que le tourisme... On a pris un peu de retard sur ça. Hein. Les gens pensent que le tourisme, c'est seul. Les gens qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, pour venir découvrir le Sénégal. Mais les Sénégalais doivent connaître leur pays. Et nous, on voit les fruits, on voit que les gens, avec leur petit budget de Dakar ou ailleurs, bougent pour découvrir un petit peu à l'intérieur du pays. On a besoin de cette solidarité et nous savons que les Sénégalais, parce que ça, c'est un petit PME. Aujourd'hui, il y a 50 jeunes qui travaillent ici. J'invite les Sénégalais à découvrir leur pays, car il y a de très beaux endroits, comme cette lagune de la Somone. Il faut aussi valoriser le tourisme local. Le tourisme est un facteur de développement. Ça crée de l'emploi, mais également ça renforce la croissance économique. Forcer en fait le développement, forcer la croissance économique locale. À la lagune de la Somone, c'est des va-et-vient incessants de pirogues pour la balade. Ce cadre paradisiaque accueille de plus en plus de touristes locaux. Cette lagune vaut le détour en cette période de vacances, un endroit à découvrir et à visiter pour se faire plaisir. La lagune de la Somone en face de l'océan Atlantique, tout comme le lac Rose. C'est l'un des sites touristiques les plus visités au Sénégal. Sur place, beaucoup d'activités et des loisirs comme les quads, les balades à dos de dromadaire ou à bord de 4x4. C'est une véritable occasion pour les jeunes de gagner leur vie, Amadou Diallo. Nous le trouvons tôt le matin en train de prendre soin de sa gigantesque moto. Aboussi est un loueur de quad. Ces engins tout-terrain sont très prisés ici, au Lac Rose. On en rencontre un peu partout. Des centaines de jeunes en ont fait leur gagne-pain. Mais l'activité n'est plus aussi lucrative qu'auparavant. Le travail ne marche plus comme avant. On allait à Sali, à Lompoul ou à Saint-Louis par journée en location. Maintenant, nous sommes obligés de revoir les prix à la baisse. Les balades sont à 15 000 ou 25 000 francs pour le tourisme local. Comme vous le savez, le lac n'est plus rose et ça se ressent sur notre travail. Pour vous offrir une balade sur les magnifiques dunes du Lac Rose ou en bordure de mer à bord des quads, il vous faudra débourser entre 15 000 et 25 000 francs CFA. Les quads sont achetés par ces loueurs entre 5 et 6 millions de francs CFA. 5 millions, 6 millions. Les quads nous reviennent à 5 ou 6 millions. C'est cher, mais nous n'avons pas le choix. Des fois ça marche, des fois non. Ce sont les locations longue durée qui nous arrangent. Mais on est obligé de faire avec. Le Lac Rose n'est plus rose, mais continue tout de même à attirer du monde. Nous rencontrons des vacanciers en plein périple sur les dunes non loin de l'océan, pendant que d'autres sont confortablement installés sur un 4x4. Le décor idyllique du Lac Rose charme toujours. Le Sénégal est un beau pays, les gars sont accueillants. Et c'est dommage de voir le lac changer de couleur. Nous espérons qu'il redeviendra rose. Mais le tour que nous avons fait est vraiment magnifique. Nous avons vu les gens qui s'activent dans le sel et c'est une première pour moi. Aux abords du lac, les pirogues ne sont pas très sollicitées ce matin. Ces touristes et sa famille ont plutôt choisi l'option de la baignade. On va se baigner. On m'a dit qu'il y a des piscines, je crois. En plus, il y a beaucoup d'artisans.
C'est la 3e fois. Je suis venue ici en 2007 et en 2008. C'était très bien, c'était rose. Maintenant, c'est plus rose. C'est très bon le Sénégal. Le lac Rose continue à offrir des sourires. C'est un ailleurs tout proche avec la sensation de dépaysement assuré. Que diriez-vous d'une balade en dromadaire? Cela fait partie des activités phares ici au lac. Et les prix sont tout aussi accessibles. Une danse, un rythme typiquement Diola. Dans le dossier de ce 20h, nous allons vous plonger dans l'ambiance du Ekonkon, un tambour qui émet des sonorités spécifiques lors des combats de lutte ou des cérémonies traditionnelles. Le Ekonkon galvanise et fait bouger. C'est un véritable patrimoine qui est préservé au fil des ans. Abdelaziz Ban. Un rythme, une chorégraphie, des paroles. La danse du Ekonkon représente tout un symbole dans la culture Diola. La danse Ekonkon, c'est une danse traditionnelle, comme vous le savez, qui accompagne la plupart du temps les cérémonies de lutte. Parce que vous savez, la lutte compte. Ce n'est pas une lutte de frappe comme on le fait souvent au niveau national, mais c'est une lutte traditionnelle à l'image de la lutte olympique. Donc c'est une lutte qui regroupe la plupart du temps des villages, 2 villages qui sont jumelés et qui font des activités culturelles. Et parmi ces activités culturelles se trouve la lutte, comme c'est le cas avec le football, comme c'est le cas avec les autres disciplines également sportives. Donc c'est cette danse-là qui permet à ces jeunes lutteurs d'être armés de courage pour aller affronter l'adversaire. Ekonkon, cela veut dire la danse traditionnelle autour du bombolon. Le bombolon qui est justement un outil de communication construit à partir du kaïsedra. C'est une danse qui précède la lutte traditionnelle. C'est-à-dire que c'est notre forme d'échauffement que nous faisons le temps que l'arène puisse nous accueillir de l'autre côté pour la prestation. Danser à n'en plus finir que nous alignons pour finalement former la chanson. Il y a autour de ce bruit-là les mérites des jeunes, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, que ce soit dans le cadre de la lutte à proprement parler, que ce soit en termes de courage, que ce soit même en termes de beauté. Donc ce sont les mérites des jeunes qui sont chantés à travers ces O que nous alignons comme ça. Cette danse est accompagnée de paroles. Des paroles sous forme de messages qui ont une signification assez particulière. Cette chanson, par exemple, alors, les gens ont pensé que nous n'avions plus de jeunes parce que l'exode rural a fini justement de nous déporter nos jeunes. Mais nous leur avons dit que Hinkil Pambodjoukal, vous verrez qu'il y a de la pépinière, de nouvelles repousses qui sont là et qui vont se frotter à vous. Donc c'est autour justement de messages comme ça, faits d'intimidation à l'amicale, pour provoquer son vis-à-vis, pour provoquer son voisin, pour provoquer son futur adversaire. C'est plus ou moins l'équilibre de la terreur, le jeu à se faire peur autour justement de valeurs que nous incarnons dans notre village, soit à nous physiquement. La danse du Ekonkon est très physique. Hommes, femmes et vieux peuvent passer des heures à danser au rythme du bombolon. Les femmes jouent un grand rôle aux côtés des hommes. C'est une danse très physique, ça il ne faut pas se le cacher du début jusqu'à la fin. Que ce soit pour les hommes, pour les batteurs et pour les femmes également qui accompagnent et qui continuent à encourager ces jeunes garçons-là pour aller affronter l'adversaire également. Elle est importante parce que vous savez aujourd'hui, on est en Africain, la femme elle représente beaucoup de choses, surtout par rapport à l'encouragement de ces jeunes garçons-là qui sont pour la plupart du temps issus de la même génération aussi. Donc quand vous regardez les accoutrements également, que ce soit pour les hommes et pour les femmes également, il y a une ressemblance, il y a des couleurs. Et la couleur définit la catégorie ou bien la génération à laquelle appartient le jeune lutteur. La femme en réalité joue un rôle de galvanisatrice.
Alors quand il y a les belles femmes parues de leurs plus belles atours, ça motive davantage les champions, ça les galvanise. En réalité, ils sont là pour stimuler encore plus les champions qui vont se frotter aux adversaires d'un moment à l'autre dans l'arène. Cette danse, très bien organisée, est d'une importance capitale dans la sauvegarde de la culture Diola. Non, plus qu'important même, si on ne garde plus ces choses-là, c'est comme si on est en train de perdre nos valeurs, l'effritement de nos valeurs. Fort heureusement que ce sont des choses qui sont là. Tant qu'il y aura la lutte, il y aura toujours cette danse qui va accompagner toujours ces événements culturels. La culture est vraiment au cœur de la vie même du Diola. La Casamance, c'est quand même un territoire atypique. Quand tu vois quelqu'un de la Casamance, tout de suite tu sens qu'il dégage la fierté, cette fierté-là que le bois sacré, cette fierté-là que sa communauté, cette fierté-là finalement que la société autour du bois sacré aura donc permis à construire dans son être, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la culture est avant, en aval, comme en amont de la vie du Diola. La danse du Ekonkong est un patrimoine à préserver au grand bonheur des populations qui trouvent toujours du plaisir à esquisser des pas de danse du Ekonkong au rythme du bobolon. Après cette danse du Ekonkong avec son bobolon, c'est le temps de se rafraîchir. Allons manger une glace avec une ou deux boules. Des parfums colorés sont proposés aux clients dans les glaciers qui font de bonnes affaires en cette période d'été. Il est temps justement pour les jeunes mais autres adultes d'aller déguster ces fameuses glaces dans ce reportage de Neko Mandjaï. Dans ce glacier situé sur la corniche, une diversité de parfums et de couleurs s'offre au regard des clients. Les glaces, sucrées, onctueuses et fruitées, sont prêtes à être dégustées. Il n'y a pas d'heure pour en consommer. Les clients habituels et les vacanciers s'en donnent à cœur joie. Pour les parfums, chacun sa préférence. Oreo, c'est mon préféré. C'est une question de goût, mais j'aime bien Oreo. Bon, c'est beaucoup plus l'été, mais je pense que c'est pour toute l'année. Hein? Ouais. Oreo, oui. Parce que c'est mon préféré et que j'aime bien les Oreos. J'habite en France, du coup, à chaque fois que je viens au Sénégal, j'en prends. Selon les gérants, c'est ainsi du matin jusqu'au soir. La boutique ne désemplit pas. Bon, n'importe quel âge, ça dépend. Ça dépend de l'âge. Des fois, on peut avoir des enfants de 5 ans, de 6 ans, ça dépend. Ou bien les adultes aussi, mais ça dépend des enfants. Toute la journée, du matin au soir, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bon. Les prix aussi, c'est très abordable, machallah. Les prix sont abordables. À quelques mètres de là, un autre glacier. Ce jeune couple a opté pour une glace à la vanille et au chocolat. Côté qualité et prix, ils sont très satisfaits. Oui, quasiment, ça fait 1 an et demi qu'on passe ici. À chaque fois qu'on passe, et dans cette période de chaleur, à chaque fois que je viens, je fais un coffret à vite fait pour acheter de la glace pour moi et pour madame aussi. C'était bon. Oui. Oui, j'aime la glace. Oui, c'est pas cher. Oui, c'est abordable. Les vendeurs se dépêchent car dans quelques heures, ils seront débordés. Pour eux, le business de la glace marche à merveille. Maintenant, même les adultes adorent beaucoup les glaces. Voilà. On a les adultes et les enfants aussi. Voilà. Oui. Quand tu parles des glaces, tu sous-entends les étés. Quand c'est les étés, voilà, les glaces, ça marche un peu. Les prix, c'est une boule à 1500, 2 boules à 2500, 3 boules à 3500. Il y a 1 litre à 9000 et demi-litre à 5000 francs. Aux Almadies, à plus de 23 heures, les tables sont toutes prises dans cet autre glacier. Ici non plus, il n'y a pas d'heure pour commander de la glace. Le vanille aussi. Pardon? Parce que c'est vraiment délicieux, machallah. Il n'y a rien à tirer. J'aime bien ce parfum, un préféré. Plus l'heure avance, plus les commandes s'enchaînent. Au plus grand bonheur des vendeurs, qui expliquent ce succès par la qualité et la diversité de leurs glaces. On fait des glaces à base de mad, à base de produits sénégalais, donc produits locaux, oui, donc juste pour on peut sénégaliser la glace.
La véritable clientèle vient le soir, donc le soir à partir de 18h jusqu'à tard dans la nuit. On a des prix abordables parce qu'on a des glaces avec des pots qui varient entre 1000 francs, donc les barquettes qui sont à 7000. Donc c'est entre 1000 francs et 7000. Donc c'est des prix excessivement accessibles pour les enfants et comme pour les adultes. Non loin de là, Adelcia, capverdienne, qui s'est installée au Sénégal depuis quelques années, s'est tout de suite spécialisée dans la vente de glaces importées. Oui, ça marche bien. Surtout au moment où il fait très chaud, là, ça marche très bien même. Bon, ici aux Almadies, pratiquement, c'est le soir qui marche le plus. Parce que les gens, je pense que pendant la journée, ils travaillent et la soirée, ils profitent pour prendre un peu de glace, se délibérer de la chaleur, quoi. Un business très florissant, selon elle. Son credo est la satisfaction du client. Minuit n'est pas loin, mais ce sera bientôt le grand rush. La consommation de glace des Dakarois augmente avec l'été. Il n'y a pas de tranche d'âge, les enfants et les adultes en raffolent. Que ce soit pour une sortie en couple ou en famille, l'été est le moment idéal pour en profiter. Un reportage de Ndeye Koumba-Ndiaye, sport, basket, tournoi pré-olympique. Le Sénégal perd le match qu'il ne fallait pas. Les Lions s'inclinent face aux Lions indomptables du Cameroun sur le score de 80 à 74. Un succès qui permet au Cameroun de disputer la phase qualificative au JO 2024. Fatoumata Savané. 80 à 74 en faveur des Camerounais qui battent... Les Lions du Sénégal ont eu du mal à dompter les indomptables. Et pour cause, une équipe camerounaise performante, l'adresse au rendez-vous, les camarades de Jeremiah Hill ont marqué 39 points au tir primé. Au finish, le score est de 80 à 74. Dans un match qui était parti pour être équilibré, le premier carton a été un partage de points 25-A. Ouh, de très loin, à tes bas. Ouh là là. Au deuxième carton, les Camerounais prennent le large avec Philippe Jordan Bayeye et Kwekton, meilleur scoreur côté camerounais avec 19 points. Les Lions indomptables réalisent une avance de 14 points au terme du deuxième carton. Les Camerounais, il y a des choses à revoir, à corriger. Dans les deux derniers cartons, le Sénégal se rebiffe et retrouve ses marques. Mais malgré les 18 points de Youssouf Ndoye, meilleur marqueur côté sénégalais, les Lions ne reviennent pas dans le match. Branco Badjo, Moustapha Diop, les autres meilleurs marqueurs du Sénégal ne feront pas le poids. Le Cameroun s'impose dans une fin de rencontre difficile. Malgré cette finale manquée, les Lions ont réalisé un parcours honorable dans ce dernier match. Une satisfaction, Youssouf Ndoye réalise un double-double, tout comme Jeremiah Hill du côté du Cameroun. Cette finale du TQO, du tournoi de pré-qualification. Le Sénégal a perdu la finale du tournoi, mais il y a de bonnes choses à retenir. Il faut continuer le travail. Les échéances sont nombreuses. Voici les réactions des consultants sur le plateau de Ibrahim Mboup. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On avait réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire remonter cet handicap de 14 points. Jusqu'à 1 minute 13, c'était jouable parce qu'on avait commencé à semer le doute dans le camp camerounais. Donc je pense que cette action décisive lors de la remise où on a pris l'option de faire un tir primé. Un peu précipité de la part de Branco peut-être. Oui, je dirais, parce qu'il restait 1 minute 13, donc on avait l'opportunité aussi de jouer à l'intérieur pour essayer de revenir au score. Pourquoi pas avoir 2 lancers francs ou bien un panier plus la faute. Mais bon, l'option peut-être choisie par le meneur était le tir primé. Ça ne nous a pas réussi. Et je pense que c'était ça le tournant du match. Après, les Camerounais, ils ont mis le panier qu'il fallait pour tuer le match. Des fois, il faut aussi que les entraîneurs fassent la pression sur les arbitres. Parce que, bon, les arbitres, ce sont des humains. Des fois, il y a des choses qui les échappent. Des fois, bon, c'est des décisions qu'ils prennent qu'on ne comprend pas. Mais vraiment, il y a des décisions qu'ils ont prises. Surtout les fautes offensives qu'ils ont sifflées contre le Sénégal. Moi, je n'ai pas compris. Mais je pense que mieux vaut tirer les conséquences globalement du match. Bon, parce que c'est l'effet des jeux, hein.
C'est des faits des jeux. Ça arrive dans tous les sports. Les arbitres prennent des décisions où vraiment tu ne comprends pas. Mais là, je pense que les entraîneurs aussi, ils doivent parler aux arbitres. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'il faudrait vraiment croire en ces jeunes-là. Comme j'ai l'habitude de le dire en Wolof, sport à l'Equaïdef. Donc, il faudrait que ces jeunes-là soient vraiment mis en avant. Maintenant, avec ces joueurs expérimentés qui peuvent les encadrer, tels que Youssou, Samb, il y en a d'autres. Moi, je pense qu'on a une génération de U18, les Khalifa qui n'est pas venu, il y a Osoko qui n'est pas venu, il y a Ibou Djanko. Il y en a beaucoup de jeunes qui sont là et qui peuvent vraiment rehausser le niveau de jeu et qui peuvent nous faire espérer que le trophée reviendra un jour. Mais ça nécessite encore une très bonne organisation et que l'on puisse, encore une fois, et c'est un appel que je lance, que l'on puisse compétir au niveau des différentes catégories. Il a toujours eu de bons coachs et je pense que ce soit Desagana, Pavi ou un autre coach, je pense qu'il pourra faire le boulot. Mais comme on dit, c'est l'organisation qui est derrière. Parce qu'un seul coach ne pourra pas nous faire gagner le championnat d'Afrique 2025. Donc, il faut qu'il y ait une bonne organisation et une continuité dans le travail. Et aussi qu'on ait beaucoup de matchs amicaux et une très bonne détection. Parce que quoi que l'on dise, qu'on ne se leurre pas, le basket, pour pouvoir remporter le championnat, ce n'est pas le basket local. Loin de là. On a de bons joueurs sénégalais ici au Sénégal, mais il faut être réaliste pour penser qu'il faut qu'on fasse une très bonne détection, très large, pour pouvoir sortir les meilleurs potentiels possibles qui pourront représenter le Sénégal avec une bonne organisation derrière, mais aussi des moyens. Foot féminin, l'Espagne, championne du monde pour la première fois de son histoire. La Roja a battu l'Angleterre ce dimanche en finale. Score 1-0, une finale pleine de suspense. Le résumé d'Ibrahim Abou. L'Espagne sur le toit du monde. Un premier sacre au mondial féminin pour la Roja. Les Espagnols sont entrés dans l'histoire en Océanie, loin de leur base, pratiquant un football plaisant, du tiki-taka, pur jus. La joie des champions du monde est démonstrative, contrastant avec la déception des Anglaises. La finale s'est jouée devant plus de 75 000 spectateurs à l'Accor Stadium de Sydney. C'est Lauren Hemp qui déclenche les hostilités à la 16e minute. Sa frappe heurte la barre transversale. À la 29e, Olga Carmona met l'Espagne sur la voie du succès. Et c'est la première lumière dans cette finale. Bien servie par Mariona, elle croise parfaitement son tir dans le petit filet. Qui met sur orbite Olga Carmona et tout. Salma Paraluelo trouve le ras du poteau avant la pause. L'Angleterre l'a échappé belle sur ce coup. En seconde période, Kelly centre pour Lauren Hemp qui ne cadre pas. L'Espagne obtient un penalty à la 64e minute après une grosse séquence de possession. Une faute de main de Walsh dans la surface. L'arbitre consulte la VAR et accorde le penalty. Le tir de Jennifer Hermoso est arrêté par Mary Earps, la talentueuse gardienne des Storylines 6. L'Angleterre se rebiffe avec Lauren James dans la foulée. La claquette de Katakol envoie le ballon en corner. Dans le temps additionnel, Mary Earps sort encore le grand jeu face à Battle. Un arrêt réflexe de classe. Les Anglaises ont tout fait pour revenir au score, mais le scénario était écrit d'avance. L'Espagne est championne du monde. Sans difficulté par Katakol, je pense qu'elle va prendre quelques secondes. Comme un symbole, Katakol qui capte ce ballon et qui offre la victoire pour la première fois, la victoire historique à l'Espagne. Salma Paraluelo est élue meilleure jeune joueuse du mondial féminin. Mary Earps, la meilleure gardienne. Aitana Bonmati, la meilleure joueuse. Clap de fin d'un mois de compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un mois de spectacle avec un niveau très élevé.
La communauté sénégalaise vivant en France prépare le grand Magal de Touba sur le plateau du magazine littéraire le dimanche soir. L'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba a été revisitée. Les maisons de Serigne Touba sont devenues des complexes en Europe. Je vous propose de suivre un extrait du passage de Abdoul Aziz Gueye. C'est l'un des promoteurs du complexe international Khadimou Rassoul en France. Certains Kër Serigne Touba même ont des difficultés pour accueillir du monde. Parce qu'effectivement, ils sont un petit peu placés dans des zones résidentielles. Donc on a besoin effectivement d'un cadre plus large, plus vaste, dans lequel on pourrait organiser effectivement tous nos événements culturels. Parce que c'est des événements qui rassemblent 5000 personnes, par exemple, pour le Magal de Touba. Donc là, 5000 personnes, on ne peut pas les contenir dans des Kër Serigne Touba. On a également besoin d'une école. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles en France, mais on a quand même un système éducatif sénégalais qui peut être aussi adapté au système éducatif français, tout en gardant les valeurs qu'on souhaite inculquer à nos enfants. Donc, deuxième chose aussi qu'on a dans ce complexe-là, c'est des centres d'exposition. Beaucoup d'écrivains ont fait les éloges de Serigne Touba. Et encore une fois, je cite des personnes qui ne sont même pas musulmans, parce que il faut insister sur ce point-là. Et ces personnes-là, effectivement, ils disent que face au choc qu'il y a entre les civilisations islamiques et les civilisations occidentales, ils disent effectivement que c'est vraiment le moment de faire connaître Serigne Touba. Et celui qui l'a dit, c'est Michel Kembal, et il a raison de le dire, effectivement, parce qu'on en a besoin. On a besoin des exemples comme lui. Donc, raison pour laquelle, effectivement, dans ce projet-là, on compte faire effectivement un centre d'exposition pour le faire connaître. Parce que l'humanité en a besoin, et c'est à nous qui le connaissons, entre guillemets, déjà, à nous le devoir, effectivement, de le faire connaître. Et troisième chose aussi, c'est qu'un espace commercial. Et quatrième élément, souvent dans les Kër Serigne Touba, il est quand même un petit peu regrettable, et moi j'en fais partie des fautifs. Il n'y a pas de fautifs, mais s'il y avait des fautifs, j'en ferais partie également, parce que je suis à fond dedans. Mais ce qu'on a un petit peu oublié, c'est les cadres de vie pour les enfants. Donc c'est tout ça qui fait qu'effectivement, il y a les Kër Serigne Touba, mais le complexe, c'est un nouveau concept de Kër Serigne Touba, qui est le concept même, je dirais, le futur même concept de Kër Serigne Touba. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h pour un autre journal. benn bés benn yor-yor